Bonjour à tous, je vais vous présenter, comme Valentin l'a dit, les résultats de ma thèse, mais aussi plus largement le projet de sélection participative qu'on mène depuis un peu plus de 10 ans avec le réseau Semences Paysannes, les paysans et puis leur collectif. N'hésitez pas à me dire si je ne parle pas assez fort, parce que je sais que je n'ai pas la voix qui porte, vous m'entendez bien au fond. Là, on ne voit pas très bien sur l'image, c'est un mélange de population de blé, donc on voit un peu la diversité des épis, des morphologies, des couleurs, etc. Donc je vais passer vite sur le contexte parce que Valentin vous a déjà présenté. Donc, depuis le néolithique, depuis la domestication des plantes cultivées, c'était les paysans qui géraient et qui faisaient évoluer leurs variétés, leurs populations à la ferme. Mais depuis 1950, il y a une professionnalisation qui s'est mise en place de la sélection, et aujourd'hui on a vraiment les sélectionneurs qui sélectionnent des variétés lignées pures ou dans le cas du blé, et les paysans qui seront plus utilisateurs finaux de ces variétés. Et ça a mené à une perte importante de la diversité cultivée dans les paysages. Donc ça, Valentin vous a déjà présenté. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un manque de variétés adaptées à la diversité des systèmes agroécologiques et une perte aussi d'autonomie des paysans, perte de savoir-faire de la sélection à la fin des variétés. Du coup, voilà, il y a un besoin de développer des nouvelles variétés qui soient adaptées à ces systèmes et qui contribuent à augmenter la diversité cultivée dans les paysages, et aussi repenser l'organisation de la sélection et de la gestion de la diversité cultivée, notamment la gestion collective. Donc je vais vous présenter un peu rapidement l'historique du partenariat entre l'INRA, notamment l'équipe d'EVAP, Isabelle Goldringer, et le réseau Semences Paysannes. Donc en 2003, il y a eu la création du réseau, où il y a eu début de partenariat entre les paysans du réseau et puis Isabelle. Donc il y a eu tout d'abord une évaluation de variétés anciennes à la ferme qui ont été récupérées soit dans des banques de graines ou alors chez des paysans qui avaient continué à cultiver et à conserver ces variétés. Ensuite, en 2006, il y a eu la réalisation de 90 croisements chez Jean-François Berthelot, donc un paysan dans le sud-ouest, qui a choisi les variétés parentes de ces croisements, donc parmi des variétés anciennes, mais aussi locales, et puis des variétés plus modernes, mais qui avaient été développées pour la bio. Et ces croisements, ils ont diffusé chez plusieurs paysans du réseau, et elles ont été développées et sélectionnées en parallèle dans ces différentes fermes. Et depuis, il y a eu plein d'autres croisements qui ont été faits, et puis des variétés anciennes qui sont récupérées et cultivées chez les paysans. Donc entre 2010 et 2013, il y a eu la thèse de Pierre Rivière qui a porté sur la méthodologie de la sélection à la ferme, et lors de laquelle on a développé des outils et des méthodes pour appuyer justement cette sélection à la ferme. En 2014, il y a eu 2014-2015, il y a eu l'évaluation des premières variétés issues du projet, donc une évaluation agronomique et nutritionnelle. Donc je vais vous présenter les résultats par la suite. Et moi, j'ai fait ma thèse, donc je l'ai soutenue l'année dernière, et il y avait une grosse partie sur l'évaluation de différentes pratiques de sélection de mélange de populations à la ferme. Donc les objectifs du projet, globalement, ce sont de créer des variétés qui soient adaptées à des systèmes agroécologiques, de développer des stratégies pour gérer de façon dynamique et collective la diversité, et aussi pour les paysans se réapproprier le savoir-faire en matière de sélection et de gestion de la diversité à la ferme. Donc les principes de cette sélection, c'est dans un premier temps de mobiliser et de créer de la diversité. Donc on peut partir soit de variétés de pays, de variétés anciennes qui sont hétérogènes, comme l'a dit Valentin. On peut partir sur des mélanges de variétés pour encore augmenter cette diversité. On peut créer des croisements et faire des populations en mélangeant ces croisements. Ensuite, toute cette diversité, elle va être sélectionnée de façon décentralisée
dans les différentes fermes du réseau. Et donc à la ferme, l'idée c'est vraiment de tester ces variétés dans des conditions de culture de la ferme. Et puis donc chaque paysan va sélectionner ses populations selon ses pratiques et ses critères. Donc là, ce graphique, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est l'évolution du nombre de populations qui sont testées dans le réseau depuis le début du projet. Donc, on voit que ça a beaucoup augmenté au début, et donc là, ces dernières années, il y avait plus de 1000 populations qui étaient testées, sur lesquelles on a fait des mesures. Donc, il y en a un peu plus en réalité, parce qu'on ne fait pas des mesures sur toutes les populations, mais donc on voit que le projet prend quand même de l'ampleur. Et donc, il y a toute une organisation collective qui s'est mise en place dans le cadre de ce projet. Donc, si je vous fais un déroulé des différentes étapes pendant l'année, donc chaque paysan sème ses essais, choisit les variétés qu'il souhaite tester. Donc, en fait, on a, pour le dispositif expérimental, il a été co-construit avec les paysans, parce qu'en fait, en recherche, classiquement, si on veut pouvoir analyser les données de manière robuste facilement, on fait des essais où chaque population sont répétées plusieurs fois, mais bon, les paysans, ils n'ont pas forcément envie de répéter toutes les populations plusieurs fois, et ils préfèrent en général tester plus de populations. Et comme disait Tony tout à l'heure, c'est plutôt des répétitions au fil des années, en fait, plutôt qu'une année dans l'espace. Du coup, le dispositif il a été co-construit pour répondre à ces contraintes de chaque côté. Donc, chaque paysan va choisir les populations qu'il va tester, et on a des témoins qui vont être répétés, mais du coup, c'est un dispositif assez léger. Ensuite, les notations sont réalisées par les paysans directement dans leurs essais. Et pareil, en fait, les fiches de notation ont été co-construites pour choisir des critères qui parlent aux paysans et qui leur permettent de comparer les populations sur des critères intéressants pour eux. Les données issues de ces notations, donc, elles sont stockées dans une base de données qui a été créée dans le cadre de ce projet et qui permet de suivre en fait l'historique des lots de graines. Donc on peut savoir un lot de graines, est-ce qu'il a été diffusé d'une ferme à l'autre, est-ce qu'il a été mélangé à d'autres lots de graines, etc. Ensuite, les paysans, donc, ils peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer des sélections dans leur population. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sélection massale dans une population hétérogène. C'est aller choisir les épis ou les plantes qui seront conservées pour l'année suivante. Et donc nous, on peut étudier cette sélection en comparant le bouquet de sélection sélectionné par le paysan à la population non sélectionnée, pour voir quelle est la différence entre ces deux bouquets d'épis. Et l'année suivante, si le paysan sème le bouquet sélectionné et la population non sélectionnée, on peut voir l'impact en fait de cette sélection sur le comportement de la population. Donc là, pareil, sur les épis sélectionnés, on va effectuer des mesures et stocker toutes ces données dans la base. Donc à la récolte, pareil. Et en fait, cette base de données, donc, elle nous permet de stocker les données, de les récupérer facilement pour faire nos analyses par la suite. Et on génère des dossiers qui nous permettent de redonner l'information aux paysans, de leur donner les résultats des analyses qui ont été faites sur leur population. Donc on va leur donner par exemple des comparaisons de moyennes entre les populations. Donc comme j'ai dit, les résultats de la comparaison entre les bouquets sélectionnés et non sélectionnés, l'impact de leur sélection. Et ça, c'est des données sur lesquelles ils peuvent se baser pour choisir les populations qu'ils vont ressemer l'année suivante. Et on peut aussi donc faire une analyse plus globale sur le réseau, puisque là, la première partie, c'était des résultats sur la ferme, comparaison entre les populations au sein d'une ferme. Et on peut regarder aussi sur le réseau quel est le comportement moyen des populations. Comme ça, par exemple, si un paysan veut tester une nouvelle population, mais ne saurait pas forcément laquelle choisir, là, on peut du coup, par exemple, créer des groupes de fermes sur lesquels on a des comportements de population un peu similaires, et dire à un paysan, par exemple, va voir chez
ton voisin, où tu pourras peut-être récupérer des populations qui fonctionnent bien chez lui, qui fonctionneraient aussi chez toi. Et donc voilà, ces dossiers retour, ça sert de base pour les décisions pour le semis. Et donc avant le semis, il y a aussi des phases d'échange de semences entre les paysans, des échanges d'informations, notamment lors des visites de ferme où il y a beaucoup des temps de discussion qui sont très importants. Donc là, je vais vous présenter les résultats de l'évaluation sur les premières populations qui sont issues de sélection participative. Donc là, l'objectif, d'évaluer le comportement à la fois agronomique et puis les qualités nutritionnelles de ces premières variétés populations. Donc en fait, on a proposé aux paysans, on leur a demandé s'ils voulaient proposer des populations à tester. Donc il y a 5 paysans qui ont proposé leur population qu'ils avaient sélectionnée et développée à la ferme. Et ces populations, elles ont été évaluées sur 6 fermes pendant 2 années. Donc c'était des conditions climatiques très différentes. Il y avait des fermes un peu partout en France. Et donc c'était aussi des variétés très différentes qui ont été proposées par les paysans. Il y avait donc Saint-Priest, Rouge du Roc qui sont des variétés. Enfin, Saint-Priest qui est issu de variétés suédoises qui a été donc développée sur la ferme de Florent pendant plusieurs années. Rouge du Roc qui est une sélection d'une plante dans le rouge de Bordeaux. Savoie-Somme qui est une population issue d'un croisement entre 2 variétés de pays. Et ensuite, il y avait des mélanges plus ou moins diversifiés avec différents types de variétés. Des mélanges avec des variétés de pays, avec des variétés issues de croisement. Et des mélanges avec à la fois des variétés issues de croisement et des variétés de pays. Et on a comparé ces 10 variétés à 2 variétés commerciales plus modernes, qui sont Renan et Hendrix, et notamment Renan qui est très utilisé en bio. Là, vous avez 2 images, vous voyez sur celle de gauche, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez Renan au milieu, et entouré de variétés populations, où on voit bien la différence de taille avec les variétés populations qui sont beaucoup plus hautes que la variété commerciale. Et à droite, vous avez une photo de Savoie-Somme, qui est la population issue de croisement. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, il y a des épis plus blancs, plus rouges, avec des hauteurs un petit peu plus hétérogènes que pour Renan. Je vais vous présenter juste quelques résultats sur quelques critères qu'on a mesurés. Je peux me mettre là. Donc là, on a regardé le rendement en grains des différentes variétés sur les 6 fermes. Donc là, vous avez les 6 fermes en abscisse sur les 2 années. Et ce qu'on voyait très bien en 2014. Donc là, on a classé les fermes par potentiel de rendement. Donc chez Raphaël et Jean-Sébastien, on avait des potentiels de rendement plus élevés. Et ce qu'on voit, c'est que les variétés modernes, je ne sais pas si j'ai de quoi pointer ou pas. Mais c'est les 2, la ligne bleue au-dessus. On voit les 2 variétés commerciales, donc c'est la bleue et la orange qui sont au-dessus pour les fermes qui ont un fort potentiel de rendement. Donc on voit que sur des fermes productives, les variétés commerciales se débrouillent un peu mieux que les variétés issues de sélection participative, mais qu'il y a des variétés quand même issues de sélection participative qui se comportent presque aussi bien que les variétés commerciales. Et par contre, dans les environnements plus difficiles, les variétés commerciales sont en dessous des variétés issues de sélection participative. Donc on voit que ces variétés, elles valorisent bien les conditions plus difficiles. Et ici, le camembert, c'est l'effet des différents facteurs sur la variabilité qu'on peut observer dans le comportement des variétés. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on a ici la partie population, l'effet de l'interaction population-ferme, qui est le comportement spécifique de la population dans une ferme donnée. Et on voit qu'on a un effet, en fait là, on voit qu'on peut sélectionner
des variétés dans les fermes. On a une marge de manœuvre là pour sélectionner des populations qui sont adaptées à la ferme. Et là, c'est le rendement global des populations sur les 6 fermes les 2 années. Ce qu'on voit, c'est que Renan et Hendrix, bon, globalement, sont un peu plus productifs que les variétés issues de sélection participative. Mais ici, vous avez les lettres au-dessus des barres. Quand on a la même lettre pour 2 populations, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas significativement différentes. Donc ce qu'on voit, c'est que toutes ces populations-là, elles partagent la lettre A. C'est-à-dire que toutes ces populations ne sont pas significativement moins productives que les 2 variétés commerciales. Et là, on parle uniquement du rendement en grains, sachant qu'on ne prend pas du tout en compte le rendement en paille, qui est beaucoup plus important pour les variétés population que pour les variétés commerciales. Donc là, on voit que ces variétés issues de sélection participative présentent quand même un intérêt ici pour le rendement. Et là, je vous ai mis la même chose pour le taux de protéines. Et là, par contre, on voit que les variétés commerciales quand même produisent moins de protéines que les variétés issues de sélection participative. Donc, c'est les 2 qui sont ici en dessous. Ensuite, je voulais regarder si les variétés issues de sélection participative étaient plus stables ou pas dans le temps que les variétés commerciales, parce que ce qui va intéresser les paysans, c'est pas forcément d'avoir une variété très productive, mais plutôt de limiter les pertes, les années qui sont plus compliquées. Du coup, j'ai regardé la stabilité dans le temps au sein d'une ferme. Donc c'est ici l'interaction entre un effet de l'année et l'interaction entre l'effet année et l'effet ferme. Donc là, ce qu'on voit, c'est le coefficient de variation autour de la moyenne. Donc plus le coefficient est important et moins la variété est stable. Et donc ce qu'on voit là, pour le taux de protéines, si on regarde l'effet année plus l'interaction année-ferme, on voit que les populations présentent un coefficient de variation plus faible que les variétés commerciales. Et c'est la même chose pour le rendement. Donc là, on voit que les populations sont un peu plus stables dans le temps au sein d'une ferme que les variétés commerciales lignées pures. Et enfin, sur les aspects nutritifs, on a dosé les éléments minéraux donc présents dans les variétés cultivées sur 2 fermes de l'essai. Et donc on voulait voir quel facteur avait le plus d'impact sur la quantité d'éléments minéraux présents dans les variétés. Est-ce qu'on a vraiment un effet variété, population versus variété commerciale, ou est-ce que c'est plus finalement l'effet de terroir? Est-ce que c'est la ferme sur laquelle est cultivée la population qui va jouer sur la quantité d'éléments minéraux présents dans la variété? Et donc ce qu'on a trouvé, c'était que pour le zinc et le magnésium, il y avait vraiment un effet variété plus important, et on avait les populations qui étaient plus riches en zinc et en magnésium que les variétés commerciales. Et à l'inverse, pour les 4 autres éléments minéraux, c'était là plus un effet de la ferme que de la population. Donc là, le graphique que vous voyez, c'est pour le zinc. Et on voit vraiment qu'il y a un effet variété avec les 2 variétés commerciales. Les 2 variétés commerciales ici qui présentent une quantité de zinc plus faible que les variétés population. Et ici, par contre, pour le potassium, on voit clairement que chez Raphaël, en bleu, on a à chaque fois des quantités plus faibles que chez Jean-François. Donc là, c'était pour cet élément-là l'effet de la ferme, du sol qui prédomine. Je vais passer maintenant à la présentation des résultats sur l'évaluation des pratiques de sélection de mélange de population. Donc là, qui est issu de mes travaux de thèse. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de paysans donc, qui sélectionnaient leur population à la ferme sur des micro-parcelles, mais qu'en fait, pour leur production, ils allaient mélanger souvent ces populations, et il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur comment choisir les populations à assembler, comment sélectionner ces mélanges. Et il y avait une grande diversité de pratiques de sélection,
certains qui sélectionnaient dans les populations avant de mélanger, d'autres qui ne sélectionnaient pas, ou alors qui sélectionnaient après avoir mélangé des bouquets d'épis qu'ils allaient réintégrer dans leurs semences. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est de faire des entretiens pour comprendre les différentes pratiques de gestion, de création, de sélection des mélanges à la ferme. Du coup, je vous présente ici quelques résultats de ces entretiens. Donc en fait, les paysans étaient intéressés par cultiver des mélanges principalement pour leur stabilité, en rendement, en qualité dans le temps, et puis aussi par l'aspect réduction des risques de tout perdre une année donnée si on a une variété qui est sensible à un certain stress. Dans le cas des mélanges, on va avoir des phénomènes de compensation entre les différentes variétés qui font qu'on ne va pas perdre l'entièreté de la production. Un autre intérêt, c'était de pouvoir combiner des variétés qui avaient des qualités différentes. Et puis finalement, ça a présenté une simplicité de conduite, de semer un mélange plutôt que d'avoir les mêmes variétés cultivées sur des parcelles séparées pour lesquelles il faut gérer les lots séparément, nettoyer la moissonneuse-batteuse entre chaque parcelle, etc. Et donc il y avait des paysans qui créaient des mélanges vraiment très diversifiés, qui se demandaient voilà, quelle variété choisir, parce qu'en fait ils appréciaient pas mal de populations, donc ils mélangeaient tout ça, mais ils se demandaient quelles sont les règles d'assemblage, comment je choisis les variétés à assembler. Et d'autres paysans qui avaient créé des mélanges moins diversifiés, donc eux ils se posaient plutôt la question de savoir comment allait évoluer le mélange. En l'occurrence là, ils avaient choisi des variétés qu'ils pouvaient discerner à l'œil, donc ils pouvaient voir en fait comment évoluaient les variétés dans le mélange. Et il y avait aussi une question de typicité du goût pour les paysans, enfin notamment les paysans boulangers, parce qu'ils me disaient qu'en fait des mélanges très diversifiés, on va perdre la typicité de goût d'une variété, et on va avoir par contre un goût plus équilibré dans le temps. Au niveau de la sélection dans les mélanges, il y avait certains paysans qui sélectionnaient en fait les plantes hors type qui provenaient de croisements entre les variétés qui étaient présentes dans le mélange de base. Donc en fait c'était de la nouvelle diversité qui était créée, et donc ça les intéressait de les sortir de ce mélange. Et en fait, il y avait plein de questionnements sur les mélanges. Donc, comment choisir les variétés? Est-ce qu'il y a un niveau de diversité optimal à mélanger? Comment va évoluer le mélange dans le temps? Et surtout, comment sélectionner les mélanges et puis sur quels critères? Et donc, on a co-construit une expérimentation pour évaluer 3 pratiques de sélection sur la base de pratiques qu'on avait identifiées lors des entretiens. Donc on s'est dit on va tester dans un premier temps sélectionner en fait dans les composantes avant de mélanger. Donc ça c'était la première modalité, on sélectionne 2 années dans les composantes avant de mélanger et comparer ça à sélectionner une fois le mélange créé, ou bien combiner ces 2 approches, sélectionner dans les composantes avant de mélanger, recréer le mélange et puis resélectionner dans ce nouveau mélange, et comparer ces 3 pratiques de sélection au mélange laissé évoluer sans sélection massale. Donc ça, il y a une dizaine de paysans qui ont participé. Ils ont créé des mélanges très diversifiés, parce qu'en fait, ils avaient le choix complètement libre du nombre de composantes à mélanger et puis quelles composantes assembler, parce que l'idée c'était vraiment que chacun fasse un mélange qui soit adapté à ses objectifs, à ses besoins. Donc au niveau des mélanges, il y avait des mélanges qui allaient de 2 composantes à 15 composantes. Et puis ces composantes, c'était principalement des variétés anciennes que les paysans avaient, ou des variétés issues de croisement, que les paysans avaient observées chez eux et qu'ils avaient appréciées chez eux. Donc là, je vous présente rapidement des résultats sur les différents caractères qu'on a mesurés. Donc sur la première ligne, vous avez le nombre de mélanges qui ont été évalués pour ces différents critères. Ce qu'on voit, c'est que pour
pour plusieurs critères, on a un nombre de mélanges importants qui sont supérieurs à la moyenne des composantes. Et sur la dernière ligne, là, vous avez le gain du mélange par rapport à la moyenne des composantes. Et ce qu'on voit, c'est que pour plusieurs caractères liés à la productivité, donc par exemple le poids de l'épi ou le nombre moyen de grains par épi, on a des gains du mélange par rapport à la moyenne des composantes. Donc on a juste une légère perte sur le poids de 1000 grains, parce qu'en fait en mélange, les plantes vont avoir tendance à produire plus de grains, mais plus petits. Et ce qu'on voyait aussi, c'est qu'il y a très peu de mélanges qui présentaient une valeur inférieure à la moins bonne de leur composante la plus basse. Donc en fait, là, ça montre qu'on limite quand même le risque à cultiver un mélange par rapport à cultiver une unique variété en pur sans connaître les conditions de culture de l'année à venir. Et puis là, rapidement, les résultats sur la comparaison des différentes pratiques de sélection. Donc à chaque fois, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé la modalité de sélection au mélange non sélectionné. Donc là, vous avez les gains ou les pertes par rapport au mélange non sélectionné. Et ce qu'on voyait, c'était que globalement, ça allait, en général, les différentes pratiques de sélection allaient dans le même sens, donc soit des gains, soit des pertes. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'on avait des réponses plus importantes quand on sélectionnait dans le mélange directement, plutôt que lorsqu'on sélectionnait dans les composantes avant de mélanger. Et par contre, après, j'ai regardé comment est-ce qu'on conservait la diversité présente dans les mélanges avec ces différentes pratiques de sélection. Donc là, de la même façon, j'ai comparé à chaque fois la diversité présente dans la modalité de sélection par rapport aux mélanges non sélectionnés. Et bon, là, ce qu'on voyait, c'est des tendances, parce que c'est pas... donc là, il n'y avait rien de significatif, mais il y avait tendance à conserver quand même plus de diversité lorsqu'on sélectionnait dans les composantes pour mélanger, plutôt que lorsqu'on sélectionnait directement dans le mélange pour les caractères qui répondaient plus fortement à la sélection. Ici, donc le poids de l'épi, ou encore le nombre de grains par épi. Voilà, et du coup, on a demandé aux paysans qu'est-ce qu'ils avaient pensé de cet essai, comment est-ce qu'ils voyaient la sélection dans les mélanges. Et donc les retours qu'on a eus, c'est qu'il y avait parfois des difficultés à sélectionner, soit dans les composantes, soit dans les mélanges. Avec par exemple là un paysan qui nous disait que pour lui, c'était plus compliqué de sélectionner dans une population moins diversifiée, parce que du coup la diversité donc, saute moins aux yeux, et du coup ça prend plus de temps d'aller trouver les plantes les plus intéressantes. À l'inverse, un autre paysan qui disait que c'était plus difficile pour lui de sélectionner dans un mélange, parce que lui, il voulait conserver toute la diversité des composantes, et du coup, il s'imposait de sélectionner un peu de tout, et donc ça lui prenait plus de temps que de sélectionner dans une population moins diversifiée. Et du coup, bon là, c'était un essai sur 3 années, mais une chose importante, c'est qu'il y avait besoin d'observer les mélanges sur du plus long terme, et surtout sur des plus grandes parcelles, parce que là, c'était des essais en micro-parcelles. Du coup, cet essai, ça a mené à d'autres questions qui portent notamment sur la gestion des mélanges et puis des composantes. On se demandait voilà, comment gérer collectivement ces mélanges, comment mettre en place une organisation collective qui permettent à la fois de conserver les composantes et puis de pouvoir quand même cultiver en mélange. Donc là, la suite du travail qu'on a initié, c'est d'aller dans les groupes faire des ateliers de co-conception pour définir des stratégies collectives justement qui soient adaptées aux besoins et au contexte de chaque collectif. Ensuite, en guise de conclusion, donc toute cette démarche, si on veut pouvoir la pérenniser dans le temps, il y a besoin de trouver des financements pour tout ce qui est maison des semences paysannes, pouvoir financer des postes d'animateurs qui sont en fait très importants dans toute cette organisation. J'en ai pas parlé, mais ils font vraiment le lien entre tous les différents acteurs, et c'est eux
qui gèrent la dynamique localement dans les collectifs. Donc ils ont un rôle vraiment très important dans le projet. Et voilà, merci de votre attention. Voilà. Si vous avez des questions, on va peut-être un peu de temps. Ouais. En fait, le résultat principal, c'est quand on veut faire de la sélection avec des mélanges, soit on cultive, donc, comme tu dis, les composantes seules, soit on cultive le mélange et ensuite on fait la sélection, donc soit dans ce mélange, soit dans ces composantes. Au final, ce que tu montres, c'est qu'on obtient quand même de bons résultats en faisant une sélection à l'intérieur d'un mélange. Une des réponses plus rapides en tout cas. Seul. Donc ça peut un peu rassurer les agriculteurs qui disent qu'on n'a pas besoin de cultiver 50 variétés en parallèle en plus des mélanges sur la ferme pour quand même justement faire progresser le résultat de cette sélection. Mais tout de même la conservation de cette diversité, donc des composantes, il faut quand même qu'elle se fasse quelque part pour qu'on puisse la remobiliser le moment venu pour rajouter au mélange, parce que là, c'était pas du tout dans les modalités. Oui, c'était pas dans les modalités, mais oui, c'est vrai qu'il y a voilà, les variétés, si on veut, dans l'optique de refaire des nouveaux mélanges, ou que chaque paysan puisse faire son propre mélange, il faudrait pouvoir conserver ces variétés quelque part. Donc en effet, c'est toutes ces questions de gestion collective, est-ce qu'on peut s'organiser collectivement pour conserver ces variétés-là. Si je résume, les sélections que les paysans ont faites, elles ont permis d'orienter, les mesures, elles ont permis de confirmer que la sélection elle se faisait dans le bon sens par rapport aux critères qu'elles avaient étudiés, et qu'à côté de ça, la diversité avait été quand même un petit peu réduite par la sélection. Alors elle n'était pas... alors sur certains caractères, elle n'est pas forcément réduite par rapport au mélange qui évolue sans sélection massale, parce qu'il va quand même lui aussi évoluer sous l'effet de la sélection naturelle. Mais par contre, on va quand même conserver plus de diversité en sélectionnant dans les composantes avant de mélanger. C'est un résultat qu'intuitivement, qu'on peut intuiter. On peut se dire, si on conserve si on sélectionne dans les composantes avant de mélanger, c'est des composantes qu'on va de toute façon mélanger, qu'on aurait pu perdre en sélectionnant dans le mélange. Mais n'empêche qu'avec la modalité de sélection dans le mélange, à la modalité 3, la dernière colonne, on voit que par rapport au mélange laissé évoluer sans sélection, pour la plupart des caractères, on a quand même une diversité plus importante que lorsqu'il évolue sans sélection massale. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne dans la ferme des Jean-François Berthelot, des Raphaël Balthassa, tout ça, mais pour moi, ils sont très très forts. Je ne sais pas comment ça s'organise le temps pour arriver à aboutir sur le temps long à ce genre de choses. Moi, je me suis toujours demandé, en se mettant des objectifs bien moins élevés, bien moins qualitatifs, si ça servait à quelque chose ou pas de compter simplement sur un tri très agressif pour faire la semence, pour évacuer tout ce qui ne s'est pas adapté, en comptant sur une histoire de calibrage du grain. Un tri sur la taille du grain. Ouais, est-ce que ça a un sens ou pas? Oui, après, là, sur des mélanges, ça vous risquez de perdre les variétés à petits grains qui pourraient apporter aussi quelque chose qui ne sont pas forcément les plus productives, mais qui pourraient avoir, je ne sais pas, par exemple, qui pourraient apporter un goût intéressant ou une autre qualité. Il y a un collègue hollandais qui a fait une expérience comme ça. Et les résultats sont pas très probants. Ça a fait ni mieux ni moins bien d'après ce qu'il a observé. Il faut travailler. C'est pas beaucoup de travail. Et il faut que ça fasse plaisir aussi. En fait, ça peut être 1 heure ou 2 à passer à cueillir des épis, mais il faut avoir du plaisir à passer dans ces blés pour les choisir. Non, mais parce que la question, c'est qu'il y a le moment où on est entre deux modèles et où le matériel ne va pas. Quand on est tout seul un peu dans son coin et que faire les parcelles de 10 mètres carrés, moi j'ai pris un pied fou à faire ça. Et par contre, après, quand on est sur l'étape de multiplication, on se met à 5 hectares,
Il y a un moment où il y a une année qui va pas bien. Et celle-là, comment ils l'affrontent, eux, d'un point de vue mécanisation Un ou agriculteur ça se passe à la région comment, centre, concrètement? lui, il a pris son semoir en grande culture et puis il a fait à la suite en bande la quantité qu'il avait, il sème, ensuite il nettoie un petit peu et hop, il continue, il sème la suivante, il nettoie et il a enchaîné comme ça. Donc ça, c'est l'année un peu de transition. Et pour la récolte? Maintenant, les agriculteurs ont de plus en plus grandes fermes ils ont 200 km entre chaque champ et une seule énorme moissonneuse-batteuse. Donc ils vont voir la maturité de leurs grains en voiture avant d'y aller avec la moissonneuse. Du coup, ils battent. Il existe, je crois, des petits batteurs. Les mini-battes. Des mini-battes. Ça va pas aller, ça? J'en ai jamais vu de ces trucs. Il faut une machine quand même. Ouais. Il y a des groupes Ah, mais tu fais comme ça, des groupes locaux qui se débrouillent pour